Alors bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau séminaire organisé par le CEPI, séminaire qui s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences ou de séminaires dédiés à l'écosystème de la propriété intellectuelle. Ce soir, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir deux prestigieux intervenants, puisque nous avons Jean-Christophe Rolland, président de la CNCPI, conseiller en propriété industrielle au cabinet Gevers, donc j'essaye de le prononcer un peu plus à la française, sans écorcher le nom en question. Jean-Christophe Rolland, comme je viens de l'exprimer, est président de la compagnie des conseillers en propriété industrielle depuis le 1er janvier 2021. Et puis, il sera accompagné ce soir de Gaëlle Louinger-Benamran, qui est coprésidente de la commission Avenir de la profession numérique de la CNCPI. Elle est également conseiller en propriété industrielle et associée au cabinet Taoma Partners. Alors, ils présenteront ce soir une thématique qui, je crois, intéressera le plus grand nombre, puisqu'il s'agit de revenir sur le métier de conseiller en propriété industrielle, que vous connaissez bien évidemment, mais surtout envisager potentiellement les défis actuels et surtout les ambitions pour demain afin d'essayer de dessiner les contours du conseil en propriété industrielle de demain. Alors, ces interventions, puisque nous avons deux intervenants, ces interventions, en dépit du caractère virtuel de ce séminaire, eh bien, a vocation à être interactif et donc vous serez sollicité au cours de ces présentations, on vous posera des questions et n'hésitez pas à répondre. Alors, on va voir en termes d'organisation si on peut vous donner la parole et donc si vous pouvez enclencher vos micros afin d'intervenir directement. À défaut, bien évidemment, je vous invite à utiliser le chat pour qu'on puisse effectivement réagir à vos différentes interventions. Voilà, un grand merci Jean-Christophe Rolland, un grand merci Gaëlle Louinger-Benamran d'avoir accepté d'intervenir ce soir sur cette Avec épineuse plaisir. question du CPI de demain. Et je vous cède tout de suite la parole et je m'occupe de partager l'écran. Excellent séminaire. Merci Yann. Merci beaucoup Yann. Alors je souhaite tout d'abord à mon tour remercier le CEPI et vous remercier également pour nous accueillir ce soir à l'occasion de ce séminaire tardif et merci également à tous les participants de se connecter à cette heure avancée. Je souhaite également remercier Gaëlle qui participera à la présentation de ce soir, ainsi que Marie-Flore Ribéron, l'autre coprésidente de notre commission Avenir de la profession et numérique, qui nous a aidés à préparer ce support. Alors on a mis comme image de ce slide de présentation quelque chose dans lequel vous retrouverez peut-être un saut dans l'hyperespace. Alors, je ne sais pas si ce soir, nous ferons un saut dans l'hyperespace. En tout cas, ça vous montre la mesure de nos ambitions pour la profession. Quel est le point de départ? Le point de départ est que nous avons une profession qui est avant tout une profession d'expertise. Donc, l'expertise nécessite… Tu peux rester sur le slide de sommaire. Vous pouvez rester sur le slide de sommaire. Donc, c'est avant tout un métier de compétences. Ensuite, c'est aussi une profession qui change, qui est confrontée à de multiples modifications dans son environnement. Et ces ambitions, finalement, les ambitions pour demain, quelles sont celles dont nous souhaitons plus vous parler ce soir? Eh bien, c'est justement ces ambitions en matière de compétences. Comment faire évoluer nos compétences? Faut-il les faire évoluer? Vers quelles nouvelles compétences faut-il faire évoluer la profession? C'est ce dont nous souhaitons vous parler. Comme vous l'avez peut-être vu si vous avez activé le chat, nous avons réfléchi à quelques questions et nous vous engageons à les lire sans plus attendre, puisque nous souhaiterions, comme Yann vous l'a indiqué, vous donner la parole au cours de la discussion pour avoir vos retours sur les différentes questions qui vous sont posées. Alors,
c'est un peu la contrepartie. Il n'y aura pas de partiel sur notre présentation de ce soir, en tout cas pas cette année. Par contre, et c'est peut-être encore plus dur, mais on va vous demander de réfléchir et on va vous demander de répondre aux questions qui vous sont posées. Cela étant, pour que vous puissiez y répondre de façon éclairée, je vais quand même commencer par la présentation que nous allons dérouler. Donc d'abord, une introduction avec des informations et des rappels pour certains ou des informations nouvelles pour d'autres sur l'organisation de la profession. Ensuite, évoquer avec vous les défis déjà relevés ou qu'en tout cas nous pensons avoir déjà relevés. Après, une deuxième partie, et c'est à la transition entre ces deux parties qu'on souhaitera engager la discussion avec vous, pour, dans la deuxième partie, à la lumière de ce que vous pourrez nous avoir apporté, évoquer les perspectives d'évolution, en particulier en matière de numérique, et nos ambitions pour demain. Pour terminer, bien naturellement, par une conclusion. Passons à l'introduction. Tout d'abord, quelques chiffres. Ils ne sont pas toujours connus et puis ils donnent une meilleure compréhension de la profession de conseiller en propriété industrielle. D'abord, combien sommes-nous? Nous sommes désormais plus de 1100 conseils en propriété industrielle. Le chiffre de l'ELA est le chiffre au 1er janvier. Et vous voyez que nous avons déjà connu une progression depuis le début de l'année, puisque nous sommes passés de 1069 à plus de 1100. Nous sommes répartis au sein de 452 cabinets. Le chiffre qu'il faut retenir est plutôt celui qui est en plus petit en dessous, puisque ces 452 cabinets sont regroupés dans 279 établissements qu'on appelle principaux. Alors, la profession en matière de répartition géographique, c'est pas qu'il faille des compétences spécifiques pour habiter Paris et des compétences spécifiques pour habiter en région, quoique on pourrait en discuter. Mais bon, les chiffres, où sont-ils? Nous sommes encore à peine plus d'une moitié à Paris, mais c'est un mouvement qui tend à s'équilibrer vers une présence de plus en plus importante en région, avec en particulier les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie, également Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors j'ai un peu triché en disant que il y avait seulement à peine plus de la profession à Paris, parce que j'ai oublié l'Île-de-France. Quand on cumule Paris et Île-de-France, on reste encore à 66%. Mais la tendance de l'augmentation de la présence en région est une tendance qui est en croissance, et je crois qu'on peut s'en féliciter. Si on regarde la présence des cabinets maintenant, on voit que la présence des cabinets est un peu différente, notamment en ce qui concerne Paris et l'Île-de-France, puisqu'on est seulement à 36% des cabinets pour Paris et l'Île-de-France. Qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, ça veut dire que les structures à Paris regroupent souvent un nombre assez important de conseils et qu'on va trouver en région des structures souvent plus petites. Alors, c'est pas toujours vrai, hein, il y a aussi des grosses structures en région. On va aussi parfois trouver, et ça plus souvent en région qu'en Île-de-France, des structures unipersonnelles. Ensuite, en matière de répartition hommes-femmes, c'est une profession qui peut se vanter d'un bel équilibre entre la répartition des hommes et des femmes, puisque 46% des conseils en propriété industrielle sont des femmes et 54% des hommes. Si on descend un peu plus en détail, on voit que contrairement à l'idée reçue, finalement, toutes les femmes ne sont pas juristes et tous les hommes ne sont pas ingénieurs brevets. Il y a aussi un équilibre, puisque parmi les conseillers en propriété industrielle, on a 21% de femmes qui sont des conseillers en propriété industrielle avec la mention brevet et 36% du côté des hommes. La même chose, on a aussi bien des hommes que des femmes dans les conseils en propriété industrielle du côté des mentions marques, dessins et modèles. Une population qui a tendance à
à décroître. Et par contre, le nombre de conseils en propriété industrielle avec la double mention, à la fois brevet et marque, dessin et modèle. Ça, c'est une tendance qui a déjà un certain nombre d'années, je dirais 10, 15, 20 ans, et qui est probablement le signe, et là on arrive à nouveau aux questions de compétences, d'une évolution vers une plus grande spécialisation. Il est de plus en plus rare, effectivement, de devoir intervenir ou d'avoir la possibilité, ça dépend de l'angle de vue, d'intervenir sur des dossiers de brevet quand on fait essentiellement des marques ou l'inverse. Ça se voit d'ailleurs dans les présidents de la compagnie, puisque jusqu'à ma prédécesseur, tous les présidents avaient cette double mention. Ma prédécesseur, Guylaine Le Cosquer, était uniquement mention juriste, et moi je suis uniquement mention brevet. La bonne nouvelle pour moi, c'est que ça me donnera peut-être l'occasion de revenir au CEPI pour faire le CEPI Marc. Pourquoi pas? Après tout, je suis toujours jeune. Voilà pour les chiffres. Les missions. Je pense que c'est intéressant de prendre le temps de lire, puisque après tout, on a le Code de la propriété intellectuelle qui définit notre métier dans son article L422.1. Il manque le 1. Nos missions. Donc, je vais prendre le temps de le lire. Le conseil en propriété industrielle a pour profession d'offrir, à titre habituel et rémunéré, ses services au public pour conseiller, assister ou représenter les tiers en vue de l'obtention, du maintien, de l'exploitation ou de la défense des droits de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe. J'ai souligné, parce que bien évidemment c'est moi qui ai souligné, les mots soulignés ne sont pas soulignés dans le code, les termes conseiller, assister et représenter. Et c'est vraiment le cœur de notre métier. Et on voit que ces missions sont hybrides. On a la mission de conseil et on a la mission de représentation. Et très souvent, peut-être plus que dans d'autres métiers du droit, ces deux missions vont être intimement liées. Je pense que un exemple particulier, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu des procédures orales, notamment des procédures orales en matière de brevet devant l'Office européen des brevets. Si vous allez à une procédure orale en compagnie de votre client, d'abord vous allez devoir le représenter pendant la procédure orale, pendant les débats. Et puis parfois à chaque pause, puisque à chaque point de droit, la procédure orale s'interrompt et la division d'opposition, si on est en opposition par exemple, ou les chambres de recours, si on est dans les chambres de recours, prennent un peu de temps pour prendre leurs décisions. Pendant ces pauses, vous êtes avec votre client et quasiment en direct, il va falloir que vous commentiez ce qui vient de se passer et puis lui délivrer un conseil sur la façon d'enchaîner. Donc on est vraiment là dans la notion et dans l'exemple du caractère hybride de notre profession en matière de conseil d'un côté et de représentation. Alors fort heureusement, on n'a pas toujours à faire ça en live. On a parfois un peu plus de temps entre les phases de conseil et les phases de représentation. En matière de périmètre, alors vous reconnaîtrez bien sûr les droits classiques sur lesquels nous intervenons, les brevets, les marques et les dessins et modèles, le droit d'auteur également, souvent en complément d'autres droits. Donc par exemple pour les brevets, on a ça en matière de logiciels qui peuvent être, vous le savez, à la fois couverts par les brevets sous certaines conditions et par le droit d'auteur pour ce qui est du code en lui-même. Pour les dessins et modèles, l'aspect esthétique d'un produit peut être pareil sous différentes conditions, à la fois protégé par dessin et modèle et par droit d'auteur. En matière de marque, les droits d'auteur peuvent être des droits opposables aux marques. Ensuite, des domaines peut-être plus récents qui sont entrés dans notre champ d'intervention, les noms de domaine, le secret des affaires, notamment avec la directive récente et sa transposition en droit français,
Et puis les données, alors là, il est mentionné les données personnelles, mais plus généralement, les conseils en propriété industrielle ont vocation à assister leurs clients en matière de données. Alors, sous quel angle tout cela se fait? Par exemple, par l'intermédiaire d'audit, de conseils stratégiques, de recherche d'antériorité, de dépôt, de rédaction de contrats, d'assistance de nos clients en matière de précontentieux ou en phase précontentieuse, puisque chacun sait que mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès. Lors des phases précontentieuses, une des prérogatives des conseils en propriété industrielle, c'est la fameuse saisie contrefaçon. En contentieux, souvent là, nous serons accompagnés de nos amis avocats, également en matière d'arbitrage ou d'évaluation. Si on continue plus exactement à réfléchir à ce que ça signifie en termes de compétences, on voit que pour tout ce qui est audit, stratégie, recherche d'antériorité, en tout cas jusqu'à l'évaluation, on est essentiellement sur des compétences juridiques. En matière d'évaluation, on voit qu'on commence à dériver déjà sur d'autres types de compétences qui vont être des compétences plus financières. Voilà, slide suivant. Une autre caractéristique de la profession, c'est qu'elle est tournée vers l'international. Alors, sous deux formes principalement. Une première forme est que nous avons une clientèle française qui aura besoin de nos conseils pour se tourner vers l'international, en particulier pour étendre sa protection par l'intermédiaire de dépôts de titres, non seulement devant l'INPI pour la protection en France, mais vers d'autres offices, donc l'UIPO ou l'OEB en Europe, et puis par le biais de correspondants étrangers devant les autres pays du monde. Et puis nous avons également une clientèle internationale, que ce soit des confrères étrangers qui représenteraient des clients voulant être protégés en Europe ou en France, ou que ce soit en direct des clients basés à l'international et qui souhaiteraient avoir une protection en Europe ou en France. Alors, sur ce dernier point, ne nous trompons pas, hein, là, nos concurrents sont nos amis allemands qui réussissent à attirer une bonne part de la clientèle asiatique, ou nos amis du Royaume-Uni qui, eux, réussissent à attirer une bonne partie de la clientèle d'Amérique du Nord. Et une de nos ambitions pour les années futures va être de réussir à attirer ces clients asiatiques ou d'Amérique du Nord. Bien évidemment, de tous les autres continents. Nous ne sommes pas exclusifs. À nouveau, en matière de compétences, qu'est-ce que ça signifie? Il va falloir des compétences en matière de langue, en particulier l'anglais. Mais dans beaucoup de domaines, même si nos amis allemands parlent de mieux en mieux anglais, et nous également, si on peut parler allemand, c'est un plus. Et également, toujours en matière de compétences, avoir cette sensibilité à l'approche multiculturelle. On ne parle pas de la même façon à un Américain qu'à un Japonais, même si c'est un collègue, même si c'est un patent attorney ou un trademark attorney. Les choses se passeront mieux si on sait s'adapter à son approche culturelle. Pour les Américains, faire un peu de small talk dans chaque mail ou avant le début de chaque entretien. Si un Américain, vous commencez par lui parler de la question que vous avez en tête, il va croire que vous êtes fâché, alors que c'est probablement pas vrai. Un Asiatique, on le sait, en particulier à des Japonais ou à des Chinois, faire attention de ne pas leur faire perdre la face. Donc, quand on a un reproche à faire ou un point un peu sensible à aborder, il faut malgré tout trouver la façon d'aborder ce point pour que votre interlocuteur asiatique, en particulier japonais, ne perde pas la face. C'est une vraie compétence à développer, elle est importante. Slide suivant. Alors pour tout ça, nous avons un très haut degré de qualification, essentiellement tourné vers le juridique, et on le verra que cette formation juridique, si elle est nécessaire, le diagnostic, c'est qu'elle n'est plus suffisante. Mais bon, prenons le temps de la rappeler. Donc, un diplôme de second cycle,
soit juridique, soit scientifique ou technique. Le plus souvent, vous le savez, les personnes ayant un diplôme scientifique ou technique vont s'orienter vers la mention brevet, puis les personnes ayant un diplôme juridique vers la mention marque, dessin et modèle. Cela étant, d'autres choix sont possibles. Nous avons tous, en tout cas pour ceux qui ont la mention brevet, le diplôme du CEPI. Pour ceux qui voudront ensuite passer l'examen de qualification, ils auront besoin d'une pratique professionnelle de 3 années au moins pour pouvoir passer cet examen de qualification français qui leur permettra d'avoir le titre de conseiller en propriété industrielle. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il faudra que tout au long de leur carrière de conseiller en propriété industrielle, nos consoeurs et confrères continuent de se former. C'est désormais une obligation. Il faut au moins 20 heures de formation continue obligatoire sur une année ou 40 heures sur 2 ans. Cette obligation est contrôlée par le bureau de la compagnie. C'est une de nos prérogatives. Et si cette obligation n'est pas remplie, il y a des sanctions disciplinaires qui sont prévues. Donc on le voit, la question de la qualification est quelque chose qui est pris en compte dans nos textes et qui est suivi de près avec un haut niveau d'exigence. Ensuite, toujours en termes d'introduction, quels sont les statuts sous lesquels on peut exercer notre métier de conseiller en propriété industrielle? Et là également, j'essaierai d'en profiter pour venir sur les questions de compétences. Alors, il y a 2 voies essentielles pour exercer notre métier de conseiller en propriété industrielle, celui de salarié ou celui de libéral. Intuitivement, on se dit que le statut de salarié a plutôt vocation à être utilisé quand on est intégré dans un cabinet, parfois un cabinet de grande taille. Cela étant, sous réserve de la forme juridique choisie, on peut aussi être salarié d'une structure dans laquelle on est seul. Pour le statut libéral, c'est la même chose. Intuitivement, on se dit qu'on va choisir ce statut quand on souhaite exercer de façon plutôt isolée, mais non. On peut aussi avoir le statut libéral et être intégré à un cabinet, notamment par le biais d'un contrat de collaboration. On connaît les avantages et les inconvénients du statut de salarié et du statut de libéral. Dans un cas, le statut de salarié est plus protecteur. Le statut libéral, lui, est plus indépendant, avec peut-être ce frisson que les anglo-saxons dénomment selon la formule suivante, c'est « you eat what you kill ». J'aime bien cette image. En tout cas, que ce soit sous la forme libérale ou sous la forme salariée, une des caractéristiques de la profession est que vous allez pouvoir évoluer vers des rôles de management. Et c'est là qu'on recoupe avec des notions de compétences qui vont au-delà de nos compétences juridiques classiques, des compétences d'animation d'équipe, des compétences en termes de relations clients et au-delà du simple traitement de dossier. Là, je parle de la relation client sous l'angle de relations d'affaires. Je me souviens quand j'étais jeune, d'un entretien d'embauche au sein d'un grand cabinet où l'un des associés m'avait expliqué que quand on est conseiller en propriété industrielle, on ne fait pas seulement de la propriété industrielle, on vend de la propriété industrielle. Et c'est vrai. J'ai une petite question, pardon, je te coupe par rapport à ça. Parce que moi, à mon époque, à la fac de droit, on n'avait pas du tout de cours de management. Enfin, il n'y avait pas du tout cette dimension qu'on peut trouver des fois dans les écoles de commerce. Et c'est peut-être d'ailleurs plus une question pour Yann, excuse-moi Jean-Christophe. Est-ce que ça a un petit peu évolué? Je ne me suis pas trop tenue au courant justement de faire évoluer ces compétences-là vers voilà, des compétences de gestion finalement de cabinet, de management et c'est une question qui me vient. Alors, si la question m'est adressée, je répondrai assez rapidement. C'est non. Non, ça n'a pas évolué, enfin, sauf erreur de ma part. J'ai quitté aussi les facs de droit il y a assez longtemps, puisqu'on est au CEPI, et le CEPI est une composante à part. Donc, oui. En tout cas, fac de droit, vraisemblablement, non. Et c'est vrai qu'au CEPI, ce n'est pas le cas.
ce n'est pas le cas, c'est peut-être un manque. Il faudrait peut-être y contribuer. Par contre, ce que je sais, c'est que l'I2EPI, sauf erreur de ma part, procède à de la formation continue sur ces questions-là. Justement, avec la CNCPI, sauf erreur de ma part, il y a des formations qui sont peut-être liées à ces aspects-là, mais on pourrait éventuellement l'envisager au CEPI, ou à tout le moins des Oui, c'est cours ça, c'est-à-dire en d'introduction au amont. management. Ouais, en amont. Ouais. Parce que je sais que dans le cadre de la formation continue, justement, et notamment la CNCPI fait ce genre de formation, mais voilà, c'est juste une petite réflexion d'intégrer ça en amont, c'est intéressant. Eh bien, on va y penser. On a de la place encore dans les programmes, les étudiants sont ravis. C'est effectivement un peu ce que se veut être cette présentation de ce soir, hein. C'est une sorte de point de départ, d'une réflexion générale des compétences à peut-être développer de façon plus structurée et sur ces compétences de voir en quelle manière l'offre actuelle de formation y répond ou non. Avant de terminer avec cette introduction, je voudrais dire quelques mots de la déontologie. Donc, slide suivant. Parce que c'est aussi un élément crucial de l'exercice de la profession. Le titre de conseil en propriété industrielle est protégé, il est réglementé. L'un est d'ailleurs la contrepartie de l'autre. Si nous avons un titre protégé et des prérogatives en termes de représentation de nos clients, c'est justement parce que la profession est réglementée et elle est réglementée pour protéger les clients. Donc elle est réglementée pour son accès, on l'a vu tout à l'heure avec le cursus à suivre pour devenir conseil en propriété industrielle. Elle est aussi réglementée pour son exercice. Alors avec les principes que l'on va trouver dans le slide suivant. Donc les CPI sont gardiens d'informations très sensibles pour leurs clients. C'est pour cela que nous avons des règles de déontologie strictes. C'est grâce à cela que notre titre est protégé, comme je l'indiquais, et que nous pouvons mettre en avant certaines prérogatives face à d'autres acteurs du marché. Alors, quelles sont ces règles déontologiques? D'abord, une responsabilité vis-à-vis du client. Tout conseiller en propriété industrielle doit justifier d'une assurance d'une assurance qui permettra, notamment en cas de manquement à ses devoirs de conseil, de contribuer à réparer le préjudice subi par ses clients. Bien naturellement, cette assurance, si on est obligé de l'avoir, l'objectif d'une carrière, c'est d'essayer de ne pas faire appel à l'assurance et de faire son métier de conseil en propriété industrielle du mieux possible, mais néanmoins, elle doit être présente. Ensuite, le respect du secret professionnel, particulièrement important dans notre domaine juridique. Nous bénéficions, et ceci de haute lutte, puisque finalement les textes qui l'encadrent datent seulement de 2004, ça reste assez récent, d'une protection des échanges entre clients et conseils en propriété industrielle. C'est notamment grâce à ces dispositions qu'en cas de litige, tout ce que notre client aura pu nous confier comme information sera inaccessible aux juridictions. Il est donc naturel que cette obligation de secret, nous la respections. Ensuite, l'interdiction des conflits d'intérêts. Il nous est interdit d'abord de représenter deux parties ayant des intérêts opposés dans un litige. Et même en cas d'absence de litige, il nous est interdit dans un dossier d'un client grand A d'utiliser des informations venant d'un client grand B. Typiquement, en matière de brevet, on ne peut pas travailler sur deux inventions tellement proches, développées par deux clients différents, tellement proches qui ferait qu'en rédigeant un brevet, par exemple, on ne pourrait pas s'empêcher d'utiliser les informations de l'un
pour la rédaction du brevet de l'autre. Ça nous est interdit. Alors, en matière de développement commercial de nos cabinets, on comprend tout de suite que ça va nous imposer des limites. Ça pourrait être vu comme un frein, il faut au contraire voir ça comme une opportunité. C'est bien ces règles déontologiques qui, en rassurant nos clients, vont faire en sorte que ces clients s'adressent à des conseils en propriété industrielle pour gérer leurs intérêts, plutôt qu'à n'importe quel autre intervenant sur le marché. Pour garantir le respect de ces règles déontologiques, nous avons une chambre de discipline. Et comme je l'indiquais déjà, je crois, lors du job fair, les sanctions peuvent être lourdes, puisqu'elles vont de l'avertissement, sanction la plus légère, jusqu'à la radiation définitive, qui vous empêche ensuite d'exercer le métier. Encore une fois, j'insiste, ces règles déontologiques sont capitales. C'est elles qui permettent de faire la différence entre les conseils en propriété industrielle et les acteurs du marché qui sont de plus en plus tentés, souvent, de proposer des prestations de conseil en matière de propriété intellectuelle et contre lesquelles nous intervenons quand c'est le cas. Voilà pour ces éléments d'introduction qui me semblaient importants. Alors, on a posé le cadre et tentons d'examiner maintenant la situation. D'où partons-nous quand on se demande les mutations auxquelles nous sommes confrontés? Et puis, tâchons de nous demander, finalement, est-ce que nous sommes plus une barre d'acier, quelque chose de solide, mais pas capable de se déformer pour tenir compte des évolutions, ou de la pâte à modeler trop molle et qui ne ferait que se déformer au gré des circonstances. Alors tout d'abord, nous pensons être une profession réglementée, certes, mais pas figée. Ceci, de toute façon, est nécessaire, ne serait-ce qu'en raison du contact avec nos clients. Puisque quand nous intervenons auprès de nos clients, c'est d'abord pour les conseiller et les accompagner en termes de protection de leur innovation. Donc nous sommes en contact avec les inventeurs, les marketeurs, des gens très impliqués dans leurs projets, qui travaillent sur de la création. Quand vous travaillez avec quelqu'un qui a créé quelque chose, vous sentez que sa création, c'est comme son enfant, c'est comme son bébé. Donc, ils vont vous bousculer s'ils pensent que votre travail de conseil n'est pas à la hauteur de ce qu'eux-mêmes ont réalisé, à la hauteur de leur espérance et de ce qu'ils attendent de vous. Donc, ne serait-ce qu'en raison de ce contact avec nos clients, nous ne pouvons pas être figés. Nous devons évoluer en permanence. Nous sommes également en contact avec de nombreux autres éléments de notre écosystème, voire avec d'autres écosystèmes très variés, qui eux aussi mutent en permanence. Pour tenter de faire une liste qui n'est probablement pas exhaustive, les offices de propriété industrielle, l'INPI, l'OEB, le UIPO, les offices étrangers par l'intermédiaire de nos confrères, qui sont également toujours source de mutation de notre environnement. Une façon de matérialiser ça et de réaliser que les offices généralement travaillent avec des plans stratégiques sur des horizons de 4 ans. Alors quand on rentre dans la profession, on se dit que 4 ans parfois, c'est loin. Au bout de 30 ans de carrière, 4 ans, ça passe vite. Les plans stratégiques se renouvellent souvent. La même chose avec nos confrères étrangers. Les prestataires, eux aussi, offrent très souvent un renouvellement de leurs prestations. Les traducteurs, les organismes de paiement d'annuité, les fournisseurs de services, et puis nos autres amis des professions du droit, avocats, huissiers, notaires, ou des professions du chiffre, les experts comptables.
Bref, même si nous souhaitions rester dans notre petit confort, cela ne nous est pas possible. Je pense qu'on peut considérer que la profession n'est pas figée. On peut peut-être déjà avoir la prétention d'être entre la tige d'acier et la pâte à modeler, plutôt le roseau, qui va savoir ployer sans jamais céder. Alors, ceci étant dit, si on passe à un examen un peu plus précis des évolutions, on voit qu'il y a essentiellement des choses en matière d'informatique et d'équipement liés aux technologies de l'information. Je ne résiste pas à l'envie de vous parler à nouveau de mon cas personnel. Quand j'ai commencé, il y a trop longtemps, je n'avais dans mon bureau pas d'ordinateur. C'était interdit. Aucun conseil en propriété industrielle du cabinet n'avait d'ordinateur. Les ordinateurs étaient vus comme quelque chose d'assez mystérieux et réservé au paralégal. Donc, mon seul outil de travail, c'était les dossiers, papier et le dictaphone. Moi, je garde un bon souvenir du dictaphone parce que quand on doit faire un brevet au dictaphone, ben, ça oblige à une certaine structure. Mais bon, pas d'ordinateur. Maintenant, alors je ne suis certainement pas à la pointe en matière d'équipement dans ce domaine, mais bon, j'ai bien été obligé de m'adapter. J'utilise un ordinateur, j'utilise même un smartphone quand il veut bien fonctionner. Donc les choses ont vraiment changé et finalement, et c'est ce que on mentionne ce slide, plutôt sans rupture. On a vu les choses arriver au fur et à mesure et dans nos cabinets, alors on les a intégrés à différentes vitesses, mais on les a intégrés. On peut noter par exemple les logiciels de gestion de délai, de gestion également de dossiers. Alors, je peux permettre, pardon, Jean-Christophe, je peux me permettre de te couper juste. J'avais une petite. On a dit qu'on était interactif entre nous, donc je me permets. Mais oui, j'avais noté que tu devais intervenir, donc je te laisse. Donc voilà, c'est parfait. Justement, je voulais faire juste un petit point sur, une petite remarque sur l'utilisation des logiciels métiers, de gestion métier, et en particulier de gestion de délai. Parce qu'en fait, voilà, comme on a commencé à le dire, les outils évoluent beaucoup, les algorithmes prennent de plus en plus de place. Et je trouve que c'est un bon exemple, les outils métiers qui en particulier gèrent des délais, parce que les délais, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, c'est vraiment le point central, un des points centraux et essentiels du métier de CPI. On passe notre vie à gérer des délais. Et en fait, notre quotidien en fait, consiste à combiner un flux permanent de délais qui sont connus à l'avance et qu'on peut anticiper, et puis aussi un flux d'urgence qui viennent se rajouter tous les jours. Donc, c'est évidemment pas propre à la profession de CPI ni de juriste, c'est le lot de tous les gens qui travaillent de gérer des impondérables et puis des choses prévues. Mais voilà, pour gérer la complexité de ces flux de données, en fait, de délais, il faut du discernement. Et avec l'évolution des outils métiers et en particulier de gestion des délais, en fait, on est tenté de laisser l'algorithme gérer avec sa logique, celle avec laquelle on l'a programmé, le push en fait des délais qu'on doit traiter, en fait, de faire notre journée. Et ça, je pense que c'est vraiment un point d'attention à avoir, parce que justement l'algorithme il va gérer ça avec logique, c'est-à-dire qu'il va pousser et nous suggérer de traiter le délai le plus proche. Ou alors en fonction de la complexité de la tâche, des choses, on va dire, avec logique. Or, en fait, c'est pas toujours logique la façon dont on travaille, et l'input humain et garder du discernement là-dedans, c'est vraiment important parce qu'on ne gère pas forcément des choses avec logique. Un délai, il faut qu'on tienne compte, par exemple, du délai d'urgence du client. Peut-être qu'on a un délai dans 3 mois qui... c'est hyper loin dans la façon dont on gère notre quotidien. Mais peut-être que pour le client, lui, dans son organisation et dans ce qu'on lui demande, dans la façon dont lui travaille, il a besoin d'un retour très urgent
parce que il doit intégrer ça dans le processus décisionnel de sa boîte. Et donc, c'est un délai que l'algorithme ne pousserait pas forcément, mais en fait, pourtant, il faut qu'on le fasse passer devant. Ou alors, par exemple, maintenant qu'on est tous beaucoup en télétravail, peut-être que sur un dossier particulier, c'est un dossier sur lequel on a besoin d'être au bureau, alors qu'en fait, on est en télétravail ce jour-là ou cette semaine-là, et donc on ne peut pas le traiter. Ou alors, c'est un dossier où il faut qu'on ait une grande plage de concentration et c'est pas le jour pour. Donc, en fait, c'est très important de garder la main sur ça et pas de pas livrer et laisser trop de place à l'algorithme. Voilà, c'était juste un petit point. Je reparlerai après du discernement. Ça fait partie des compétences à garder. Mais je voulais juste faire ce petit focus sur ce point. Merci de ton intervention, Gaëlle. Ça m'a d'ailleurs permis de voir que le temps tournait et qu'il fallait peut-être que j'accélère un peu pour qu'on ait le temps de tout traiter. Alors, pour néanmoins faire cette liste de l'ensemble des outils qui ont évolué ou qui sont apparus lors de ces dernières années, les logiciels de traduction sont d'une grande aide. Les bases de données publiques et privées, intégrant des systèmes de recherche et d'analyse de plus en plus performants, donc parfois basés sur l'intelligence artificielle. Là encore, je prends juste un petit peu de temps pour donner une perspective d'évolution des choses. Mais il y a une vingtaine d'années, quand vous deviez faire une étude de liberté d'exploitation et que votre client vous demandait combien de temps ça allait prendre, vous ne pouviez pas faire autrement que de lui répondre plusieurs semaines. Ne serait-ce que s'il y avait par exemple un brevet étranger dans la famille, je parle d'une étude de liberté d'exploitation par rapport à un brevet. S'il y avait un brevet étranger, par exemple américain, dans la famille de brevets et que vous vouliez évaluer la portée du brevet, en consultant la procédure d'enregistrement, il fallait commander ça en passant par un confrère étranger, il le commandait à son office, le tout arrivait par papier et par la poste, ça mettait 3 semaines. Donc avant même de commencer à travailler, il s'était passé 3 semaines. Aujourd'hui, vous avez tout ça en direct, en quelques clics, et tant mieux, parce que côté client, les temps de développement se raccourcissent également, et les clients ne comprendraient plus qu'on puisse mettre plusieurs semaines pour répondre à une question de liberté d'exploitation, alors qu'ils ont des phases de prototypage, des phases d'essai à enchaîner. Également sont apparus et ont évolué les systèmes de formalité en ligne auprès des offices. Nos dossiers sont désormais quasiment tous paperless. Ça, avant la crise, et tant mieux, parce que de toute façon, la crise sanitaire ne nous a pas laissé trop le choix de l'évolution en paperless. Certains offices vont également vers une modification de leur mode d'échange, notamment avec des échanges en mode push. Je crois que Gaëlle, tu voulais faire une intervention? Oui, exactement, merci. Je voulais juste dire que sur ce sujet particulier, à la CNCPI et notamment dans la commission Avenir et Numérique, on a entamé depuis quelques mois maintenant un travail en étroite collaboration avec l'INPI et on en est ravis justement sur ce sujet de l'échange de données entre nos logiciels métiers et puis les bases de données de l'INPI. On fait ce travail à travers une association qui s'appelle EDIPI, en fait, qui s'occupe de gérer la norme, parce qu'il y a une norme d'échange de données en matière de propriété intellectuelle qui a été édictée il y a quelques années. Et le but étant voilà, au lieu de saisir, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe concrètement, c'est qu'il y a une armada de paralégales dans les cabinets qui saisissent à la fois quand on dépose un nouveau droit, une marque, un modèle, ou quand on récupère par exemple la gestion d'un portefeuille, il y a quelqu'un qui saisit à la main les données la date de dépôt, le numéro de dépôt, les différents délais, avec la marge d'erreur humaine que ça peut avoir. Donc il y a souvent double vérification, triple vérification. Évidemment, vous imaginez dans les cabinets, on met ceinture et bretelles pour que, évidemment, cette saisie qui est la base du calcul des délais dont je vous parlais tout à l'heure soit extrêmement sécurisée. Et donc, cette perspective de travailler en push, en fait, que les logiciels se parlent entre eux est extrêmement attendue. Mais du coup, ça pose aussi une question
de réallocation et d'évolution des compétences. On reparle de compétences en interne dans les cabinets parce qu'il y a vraiment des gens, il y a des back-office et beaucoup de paralégales dans les cabinets dont le métier est celui-là. Et donc, si demain, finalement, ce travail de saisie n'est plus nécessaire parce que tout est automatisé, alors ça ne va pas se faire comme ça en un claquement de doigts, bien évidemment, mais ça pose une vraie question d'accompagnement et d'évolution des compétences dans les cabinets. Donc, voilà, je voulais signaler ça parce que ça fait partie des choses à gérer en parallèle de l'évolution de la digitalisation. Ça apporte évidemment beaucoup de choses, mais ça oblige, comme on le disait, les cabinets à s'adapter, à réfléchir en permanence à notre métier. Merci. Et peut-être comme dernier point sur les évolutions récentes qui nous ont obligés à modifier nos pratiques. On a même désormais des procédures orales, notamment auprès de l'Office européen des brevets, qui se font en visio. Alors, c'est pas si récent que ça. Les procédures orales en visio ont commencé au début des années 2000, mais maintenant elles se sont systématisées avec la crise sanitaire. Il y a un débat, d'ailleurs, actuellement, notamment avec une question posée à la Grande Chambre de l'Office européen des brevets sur la validité de ces procédures orales lorsque les parties n'ont pas donné leur accord, notamment sur est-ce que les parties ont suffisamment la possibilité de voir l'aspect que peut traduire un visage dans ce type de procédure orale, donc tout ce qui est dialogue non verbal, information non verbale. Et c'est amusant de voir qu'une chambre de recours, dans un de ses commentaires, a dit pour ce qui est des informations non verbales qu'on peut capter sur les visages, finalement c'est encore mieux en visio parce qu'on peut zoomer. Et alors là, les expressions du visage, on les voit. C'est mieux en visio avec le visage qu'en présentiel avec un masque, je crois, en ce moment en tout cas. Je pense. Voilà, exactement. Donc voilà, la raison, enfin les raisons pour lesquelles nous pensons que la profession de conseil en propriété industrielle ne doit pas se voir comme étant une profession figée, mais bien une profession en constante évolution. Alors maintenant, cela n'empêche pas de se poser la question du futur. Comment ces évolutions vont peser, vont modifier le panorama. Et quelles sont les ambitions que l'on peut avoir. Donc, avant-dernier slide, avant de vous passer la parole pour les questions. Alors, on l'a vu, les conseillers en propriété industrielle sont en interaction avec de nombreux autres acteurs. Des nouveaux acteurs apparaissent, notamment en matière, on les appelle souvent les providers, donc des payeurs d'annuités, des gens qui proposent de faire des formalités administratives telles que les validations de brevets européens, les entrées en phase nationale de demande internationale de brevets. D'ailleurs, actuellement, ces différents providers qui parfois étaient sur une niche sont en train de fusionner et de donner naissance à de véritables géants de la propriété intellectuelle. Autre élément de contexte et d'évolution face auquel nous réfléchissons à notre avenir. Parallèlement, les legal tech se multiplient. Il n'en a pas encore beaucoup en matière de propriété intellectuelle, mais on connaît différents projets qui ont vocation à voir le jour dans les mois ou les années à venir. Et puis, autre élément, et celui-là, il est positif. D'ailleurs, je dis et celui-là, il est positif. Les précédents ne sont pas nécessairement négatifs. C'est que nous sommes sur un marché en croissance, ou en tout cas
qui se stabilisent à un très haut niveau d'activité. Et ça, comme je l'indique, c'est positif parce que c'est toujours plus facile d'opérer des mutations sur un marché en croissance que l'inverse. Donc pour ce qui est des chiffres, quelques rappels pour ceux qui ne les auraient pas consultés récemment. Yann, si je peux te demander de passer au slide suivant. Donc en matière de brevets, on voit 3,2 millions de demandes de brevets déposées en 2019, avec un léger déclin, mais on a atteint un niveau très important, notamment par l'intermédiaire de tous les dépôts de demandes de brevets chinois. Intéressant également le nombre de dépôts de demandes d'utilité, donc les petits brevets, comme on les appelle aussi également, de durée plus courte et puis généralement avec une procédure de délivrance plus rapide et plus simple. Ils sont quand même au nombre de 2,3 millions. On n'a pas forcément ce chiffre en tête. Les marques, elles, qui sont en croissance, avec une croissance, il y a le chiffre plus bas. Est-ce que je le retrouve? Oui, une croissance de près de 6%. Pour être à 15,2 millions de dépôts de demandes de marque à travers le monde et 1,4 million de dépôts de dessins et modèles en croissance également. Donc on voit que en tous les cas, ces mutations vont pouvoir se faire dans un marché en croissance. D'ailleurs, il y a nécessairement un lien de cause à effet. Si on voit arriver tant de nouveaux acteurs sur le marché, c'est bien que c'est un marché prometteur. Donc voilà pour ces éléments de réflexion sur le contexte général d'exercice du métier, sur les évolutions auxquelles nous avons déjà fait face, sur les évolutions sur lesquelles il va désormais nous falloir faire face. Et c'est le moment où, Gaëlle, je te repasse la parole pour animer cette discussion avec vous. Avant, je voulais juste dire partager une dernière petite réflexion et remarque qui rebondissait sur ce que tu avais dit avec l'évolution des legal tech, l'émergence des legal tech et de plus en plus de providers et de prestataires qui viennent sur ce marché. En fait, toutes ces évolutions, c'est clair que c'est très... c'est exaltant et c'est très motivant. Mais je trouve qu'on est plutôt pour l'instant dans une phase où on subit les changements. Ce que je constate, je ne sais pas si c'est partagé, ce sera intéressant de voir si c'est partagé, parce que c'est vraiment mon opinion, mais il y a une augmentation vraiment constante de la pression avec l'accélération continue, voire l'instantanéité des échanges. Alors, ce que je dis là, c'est une réflexion un peu générale, c'est évidemment pas propre au métier de CPI ni de juriste. Il y a du stress parce qu'en permanence, on doit s'adapter à des outils différents. Alors, tu l'as rappelé, on a, en particulier là pour le métier de CPI, on a nos propres logiciels métiers. On interagit aussi avec les portails des offices qui, entre chaque office, sont différents. Il y en a qui nous envoient des notifications, il y en a d'autres où il faut aller chercher l'information, il y en a qui nous envoient des mails. On doit interagir avec les outils de nos clients. Maintenant, avec la pandémie, on a encore tous s'adapter aux Zoom, aux Teams et autres choses. Donc, il y a, je trouve, une augmentation assez importante de la pression et du stress que toutes ces adaptations permanentes nous poussent à faire. Et en fait, au final, je trouve que ça empêche un peu d'avoir du temps et de prendre du temps pour la réflexion. Et ce temps de réflexion, il est pourtant vraiment indispensable dans notre métier en particulier, enfin notre métier de conseil, pour élaborer une réflexion et donner un conseil adapté, en fait. Et donc, ça fait partie des choses, je pense, qu'il faut qu'on intègre et des réflexions qu'il faut qu'on ait pour voir vers où on veut aller, en fait. Est-ce qu'on veut aller vers l'ubérisation des métiers du droit avec un service disponible 24 heures sur 24 et une réponse en 3 heures? Je ne pense pas. C'est là où il y a un enjeu pour notre métier de CPI, de justement peut-être calmer le jeu, apprendre à vraiment maîtriser les outils pour pouvoir gagner du temps, en fait. Le but, c'est ça, c'est de nous donner du temps, et le temps, c'est une ressource très importante, et pas tomber dans l'écueil de cette course folle à toujours plus de rapidité, d'instantanéité, de réactivité.
parce que il y a tous ces outils d'une part, il y a les exigences des clients qui sont de plus en plus pressants et on comprend parce que tout s'accélère, y compris dans leur business. Et donc, il y a un enjeu, à mon sens, très fort de ce point de vue-là, de apprendre à maîtriser. Pour l'instant, on subit beaucoup toutes ces sollicitations et de calmer le jeu et d'apprendre à gagner ce temps précieux dont on a besoin pour délivrer notre conseil. Donc ça, c'était déjà la petite réflexion que je voulais faire par rapport à ce que tu disais sur cette évolution, et non pas révolution, parce que c'est vrai que ces outils, c'est une évolution qui a commencé il y a longtemps, et les CPI, on n'est pas en reste, donc c'est pas quelque chose de très soudain, mais ça s'accélère et ça évolue. Donc c'est maintenant qu'il faut se poser les questions. Du coup, puisqu'on parle de questions, on avait des petites questions à vous poser. On les a partagées dans le chat. Je ne sais pas si vous les avez vues. Je vais vous les poser à l'oral. L'idée, c'est peut-être de vous donner un peu la parole. Ça permet de faire une petite pause et puis d'échanger avec vous parce que c'est vous les praticiens de demain. Est-ce que vous avez déjà réfléchi finalement à la manière dont vous pratiquerez votre métier de demain? Est-ce que c'est hyper clair pour vous? Est-ce que vous vous posez des questions en gros? Est-ce que vous êtes inquiet au sujet de la répartition entre l'humain et les algorithmes d'intelligence artificielle? Face à tous ces changements, qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce qui vous effraie? Parce que forcément, il y a des choses, comme je disais, qui sont hyper exaltantes et hyper motivantes, et il y a peut-être aussi des choses qui font peur. Et puis, surtout, quelles compétences, on va pas mal parler de compétences, faut-il développer pour faire face à ces challenges? Donc, je ne sais pas, du coup, Yann, si les gens peuvent prendre la parole déjà, et s'il y en a qui ont envie de prendre la parole. Je pense que le plus simple serait de lever la main pour pouvoir déjà montrer son intérêt à intervenir, et puis en fonction de cela, on essaiera de donner la parole, ou à défaut, ça se fera via le chat. J'ai l'impression qu'il y a une main levée, mais je ne suis Ah, pas sûre. sinon, je vois qu'il y a une question de vocabulaire pendant que les gens se décident, enfin, trouvent le courage de lever la main. On a une demande d'explication de Legal Tech. Oui. Gaëlle, je peux te laisser répondre? Oui, si tu veux. On met un peu de tout dans le Legal Tech. En gros, c'est des sociétés qui sont diverses et variées. Le but étant d'automatiser un certain nombre de choses et d'avoir un lien direct qui ne passe pas par un cabinet classique. Et ce sont souvent des plateformes qui délivrent tout un tas de services et de conseils. Donc, ça peut être très souvent des plateformes soit de mise en relation finalement entre quelqu'un qui a une question et on vous met en relation avec le bon praticien. Donc c'est vraiment propre au métier du droit en général. Ça peut être des actes préformaté où vous rentrez simplement un certain nombre d'informations, ça vous sort des contrats, ça vous sort des statuts pour votre société. Donc, il y a vraiment, en fait, le but étant de automatiser au maximum les choses où il n'y a pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. En ça, c'est de très bonnes idées, en fait, et je pense qu'il y a eu au début un mouvement un peu de recul et de crainte au début, parce que ça fait maintenant quelques années qu'il y a des Legal Tech. On voyait ça d'un mauvais œil. On a tous ouvert nos codes de déontologie pour voir comment comment y faire face et se défendre. Et puis, ce que je trouve sympa, c'est que depuis maintenant quelques années, ça fait un moment, il y a de plus en plus de confrères, parce que c'est pas évidemment, c'est pas réservé aux gens qui sont pas avocats ou qui ne sont pas CPI. N'importe qui peut le faire, mais c'est vrai que ceux qui ont, comme souvent, ce qu'on appelle les disrupteurs, c'est propre à toute l'économie, c'est pas du tout propre au marché du droit, mais souvent les disrupteurs viennent de l'extérieur, parce que c'est très difficile d'innover finalement quand on est dans son train-train et quand on est dans sa façon de travailler. Donc très souvent, c'est des gens qui ne sont pas du marché, qui voient une opportunité, qui voient l'évolution et qui viennent disrupter le marché, proposer quelque chose de nouveau. Et donc, une fois qu'on a passé cette phase-là, maintenant, il y a de plus en plus de professionnels réglementés, donc comme les avocats, les huissiers, les notaires, les CPI, qui font des Legal Tech, en fait, et qui proposent en plus, souvent ou à la place peut-être d'un exercice plus traditionnel, certains services
voilà, qui peuvent être automatisés. Donc, ça peut toucher une autre clientèle, souvent, ce n'est pas forcément la même clientèle. C'est souvent des gens qui n'iraient pas spontanément peut-être voir des professionnels du droit ou du chiffre. Ça existe aussi beaucoup pour les experts comptables. Donc, ça permet voilà, de toucher des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de moyens ou des entrepreneurs justement qui veulent avoir le fameux service. Quand je disais ubérisation, c'est disponible 24 heures sur 24 et c'est avec une réponse quasi instantanée pour certains services. Et donc, il n'y a pas ce côté, il faut parler à un humain et attendre qu'il nous réponde. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un portrait assez rapide et peut-être pas exhaustif des Legal Tech. Alors, il y a une autre question qui est un peu longue. Alors, ouais. Gaël, il y a quelqu'un qui a levé la main. Je vais essayer de lui permettre de parler le cas échéant. Ouais, c'est pour super. la question que vous avez posée. Alors, attendez que je retrouve ça. Hop, donc c'est Madame Sylvie Delmerac, vraisemblablement. Donc, je lui ai autorisé à utiliser le micro. Donc, elle peut l'utiliser si elle le souhaite. Sinon, tant pis. Hein. Je crois que j'ai entendu un micro ouvert. Mais... Comme j'ai entendu, je crois, un bébé pleurer au fond, peut-être. Oui, mais elle a fermé son micro. Ah, pardon. Non. Pardon. Excusez-moi. Alors, on peut peut-être répondre à une autre question qui a été posée. Est-ce que vous envisagez d'agir vers l'Amérique latine avec des sujets précis? Puisque c'est vrai que vous avez évoqué, Jean-Christophe, la question de l'Amérique du Nord, de l'Asie. Quid de l'Amérique latine? Oui, je répondrai volontiers, d'autant plus que les actions qu'on peut avoir avec les autres régions du monde en dehors de l'Asie ou de l'Amérique du Nord se font souvent avec des partenaires de la compagnie, que ce soit avec les conseillers internationaux de l'INPI. L'INPI a une dizaine de conseillers internationaux répartis à travers le monde, sur lesquels nous nous appuyons régulièrement, enfin en tout cas lorsque la crise sanitaire nous permettra de le faire, nous recommencerons et nous organisons des déplacements dans différents pays et nous le faisons aussi très volontiers avec un organe dont Yann Bazir est un animateur particulièrement actif et nous sommes par exemple allés, alors pas en Amérique latine, c'est plus l'Amérique du Nord, au Canada récemment, précédemment en Colombie. Donc par l'intermédiaire de ces actions, ce que nous cherchons à faire, c'est à promouvoir l'écosystème français auprès de ces pays et en particulier le rôle des conseils en propriété industrielle français dans leur capacité de représenter les clients de ces pays devant l'INPI, l'OB ou l'UIP. Alors, j'ai vu 3-4 questions. Alors déjà, je vais répondre à une question récurrente sur est-ce qu'on va envoyer nos slides. Je pense que oui. On n'en a pas parlé avant, mais je ne vois pas d'inconvénient personnellement. Donc, je pense que les slides seront partagés. C'est à votre discrétion. On a une liste de mails, donc effectivement, on pourra l'envoyer. Il y a des questions plus ou moins politiquement correctes. Avez-vous un avis sur la fusion IPSA, Santarex, Revalex et son éventuel impact sur l'exercice de la profession en France? Pensez-vous que l'avenir de la profession tend vers l'exercice de ce type de méga structure? Alors, je ne vais pas donner mon avis sur cette fusion particulière, mais on peut effectivement constater, parce que ce n'est pas la seule fusion, que c'est un phénomène actuel. On a un certain nombre de cabinets de taille déjà relativement importante, ou en tout cas moyenne plus, qui se rapprochent pour trouver une taille critique sur le marché français qui les mettent dans le top 5 ou même à l'avant du top 5 des cabinets de conseil.
Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? J'imagine que s'ils ont décidé de le faire, c'est qu'ils trouvaient ça positif. En termes de vision de l'ensemble de la profession, finalement, on voit que ce phénomène arrive à un bout de l'échelle et à l'autre bout de l'échelle, on a de plus en plus c'est ce que j'allais dire, de confrères qui s'installent de façon isolée, enfin unipersonnelle, parfois même pas dans des territoires avec un fort degré d'innovation, mais à un endroit donné, au Puy-en-Velay, par exemple. Alors, je ne sais pas si c'est le cas au Puy-en-Velay, mais parce qu'ils aiment le Puy-en-Velay et parce que justement toutes ces évolutions technologiques leur permettent d'exercer à distance depuis cet endroit qui représente un cadre de vie qu'ils apprécient. Donc on a vraiment ces deux tendances et c'est très enrichissant pour la profession. Et le souhait et le défi pour nous là, à l'échelle du bureau, ben, c'est de réussir à maintenir une bonne cohésion de l'ensemble de la profession, malgré ou grâce à ces deux tendances qui s'exercent aux deux extrémités. Oui, je voudrais aussi juste ajouter, il y a vraiment, tu as raison, les deux tendances, et ça dépend beaucoup des envies de chacun, de la façon dont on a envie d'exercer, en fait, parce que, je veux dire, exercer dans une très grande structure, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi pas mal d'inconvénients, et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de petites structures qui se créent, comme tu dis, souvent monoprofessionnelles, puis après peut-être qui peuvent évoluer parce que des fois on a envie de travailler un petit peu différemment. Et il y a aussi un autre phénomène qu'on observe un petit peu aussi depuis quelques années, c'est les sociétés pluriprofessionnelles en fait d'exercice. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ce qu'on appelle les SPE. Donc c'est issu des lois Macron de 2017. Maintenant, les professions du droit et du chiffre, donc 9 professions du droit et du chiffre, peuvent créer des sociétés ensemble, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ça a commencé un petit peu timidement, mais je crois que ça se développe pas mal. Jean-Christophe, peut-être que tu as en tête combien de cabinets de CPI maintenant sont concernés par ça, mais de mémoire, il y en avait peut-être une petite dizaine, quelque chose comme ça. Oui, on a dépassé la dizaine. Bon, ben voilà. Donc ça, alors je crois que, pareil, à confirmer que la plupart sont essentiellement des SPE, CPI avocats. Ça fait du sens parce qu'évidemment, il y a beaucoup de synergie entre les deux. C'est le cas notamment de mon cabinet. Mais voilà, il peut aussi y avoir on peut imaginer une concentration autrement qu'en rapprochement de cabinets de CPI entre eux, mais aussi de création de compétences beaucoup plus transversales. Donc ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est très intéressant et qui peut être amené à se développer. Mais voilà, à charge vraiment pour chacun de voir dans quel type de pratique il s'identifie. Mais ce qui est bien, c'est que ça évolue et cette nouvelle possibilité des SPE donne d'autres perspectives. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est bien d'avoir les deux types de structures et que c'est un enjeu, tu as raison, pour la CNCPI de le concilier. Nous, on le voit un petit peu par un petit prisme à travers la commission Avenir et Numérique que je préside et que je co-préside maintenant depuis maintenant presque 5 ans. On accompagne, un des rôles, c'est de réfléchir à l'avenir de la profession, comme son nom l'indique, et au numérique, et donc d'accompagner la digitalisation des cabinets, enfin, pas concrètement, mais je veux dire de réfléchir. Et en fait, on voit que les problématiques sont extrêmement différentes et les moyens, le taux de maturité est très différent entre une petite structure monoprofessionnelle ou quasiment, et des structures gigantesques comme celle-là qui forcément ont beaucoup plus de moyens en interne. Et donc, un des rôles de la CNCPI, c'est d'accompagner aussi et de mutualiser à minima la réflexion et puis peut-être proposer des outils pour permettre de propulser dans le 21e siècle, mais on y est déjà pas mal, mais je veux dire pour accompagner le futur des cabinets. Donc
c'était pour rebondir là-dessus. J'ai vu une autre question intéressante sur l'avenir des paralégales, qui était une question par rapport à ce que je disais sur... donc la question, en gros, si je la résume, c'est l'évolution de la digitalisation des cabinets. Est-ce que ça ne va pas finalement rendre les paralégaux uniquement, diminuer finalement la part peut-être intéressante ou avoir des compétences uniquement automatisées, machinales, telles que les travailleurs du clic. C'est un vrai enjeu, c'est ce que je disais. C'est vrai que les paralégaux, après je pense que tu auras aussi un avis là-dessus, Jean-Christophe, sont vraiment des éléments essentiels des cabinets, parce qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur eux et elles. Mais c'est vrai que les logiciels métiers font déjà beaucoup. Et ça, c'est clair. Et ça va, voilà, avec ce que je disais sur les pushs et sur la gestion des délais, avec les écueils à éviter, nécessairement, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui pour accompagner ça en amont, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais clairement, c'est le sens de l'histoire, on va vers ça. Pas la disparition des paralégaux, mais je pense qu'il y a un enjeu d'évolution des compétences voilà, à adresser, et je trouve que c'est ce qui est aussi intéressant dans cette évolution. Il faut regarder les choses en face et pas mettre la tête sous le sable, parce que c'est des choses qui font peur, c'est pas forcément des questions qu'on a envie de se poser, mais c'est un vrai enjeu. Voilà. Je ne sais pas si Jean-Christophe, tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, volontiers, parce qu'effectivement, les enjeux en termes d'évolution de compétences se rencontrent, tu as raison, sur quasiment toutes les fonctions, en tout cas les fonctions productives des cabinets, peut-être pas les fonctions support qui sont moins touchées, mais donc sur les conseils et sur les paralégales. D'ailleurs, il y a peut-être encore une ambiguïté sur le terme de paralégal. Et ambiguïté qui traduit cette évolution possible, puisque auparavant, on parlait plutôt généralement d'assistantes administratives, brevets ou marques, dont le rôle essentiel était la gestion des délais et le suivi des dossiers, parfois également la facturation. Et effectivement, avec les nouveaux outils, on voit que ce rôle va nécessairement évoluer. Alors, vers quoi il peut évoluer? Il y a plein de pistes possibles, effectivement. Il y a la piste paralégale, c'est-à-dire que ces personnes aient des compétences renforcées en matière juridique et puissent prendre en charge une partie juridique du travail, par exemple des recherches de jurisprudence sur certains sujets, ou d'autres types de tâches juridiques. Une autre évolution possible, c'est qu'elle soit plus impliquée en matière de front office, donc de relations clients et de développement d'affaires. Et c'est probablement pas les seules pistes. Ça fait plein de formations futures pour le CEPI. Très bien, c'est noté. On avait encore deux petites questions. Peut-être Jean-Christophe, si tu les vois, je te laisse répondre. C'est plus. Oui, alors, il y a une question à propos de l'Afrique. Je crois que ma réponse de tout à l'heure à propos de l'intervention dans les autres pays autres que les régions Amérique du Nord et Asie, qui étaient valables pour l'Amérique du Sud et également valables pour l'Afrique. Nous avons une commission relations internationales avec comme président un confrère qui est particulièrement intéressé au territoire, à l'ensemble des pays d'Afrique, subsahariens notamment. Et donc, les contacts avec les confrères et les clients africains font partie de nos cibles. Malheureusement,
la crise sanitaire ralentit tout. Mais bon, elle finira bien par se terminer. Ensuite, autre question, est-ce qu'un conseil en propriété industrielle étrangère peut intégrer la CNCPI? Bonne question, je propose de la poser à l'examen. Je ramasserai les copies dans 2 heures. Non, plus sérieusement, la question s'examine de façon différente selon que vous êtes ressortissant ou domicilié. S'il vous plaît, avant de conclure trop vite sur mes propos, vérifiez ce que je dis dans le code et dans les différents textes applicables. Donc, la question s'examine de façon différente selon que vous êtes national ou domicilié dans un pays de l'Union européenne ou de l'EEE, puisque dans ce cas-là, les règles d'exercice temporaire ou d'établissement permanent de l'Union européenne s'appliquent et vous facilitent les choses. Si ce n'est pas le cas, c'est un peu plus compliqué. Dans ce cas-là, je crois qu'il faut suivre toute une partie du cursus qu'on a rappelé tout à l'heure. Notamment, je pense qu'il faut passer le KIF. Et je crois qu'il y a toujours aussi cette condition de nationalité qui s'applique. Je ne sais plus exactement avec quel périmètre. Voilà, pardon pour le caractère plus ou moins imprécis de ma réponse. C'est le genre de choses que je dois réviser à chaque fois avant de répondre de façon beaucoup plus précise. C'était dur comme question en même temps. Alors, moi, est-ce que je peux vous poser des questions? Il y a une question. Alors, j'ai quand même une question à vous poser. Enfin, j'en ai plusieurs en l'occurrence. Mais vu qu'on parle du CPI de demain, au-delà de ces aspects nouvelles technologies, etc., Jean-Christophe, vous avez évoqué la question du Brexit. Et ça permet aussi de rebondir sur ces questions finalement de la place du CPI et puis aussi des spécialistes français de la propriété intellectuelle à l'étranger. Est-ce que vous avez ressenti un afflux, c'est peut-être un terme qui est un peu fort, mais en tout cas un mouvement en termes de clientèle étrangère suite au Brexit? Je pense notamment pour les dépôts de marques de l'Union européenne, pour les dessins et modèles communautaires, puisque nos amis anglais n'ont plus compétence. Est-ce qu'on a déjà ressenti quelque chose? Et est-ce que c'est un enjeu pour vous, dans les années à venir, justement, de s'imposer pour, en quelque sorte, prendre la place du Royaume-Uni, la place qui a été laissée vacante? Alors, on sait qu'il y a un certain nombre de palliatifs, hein, des changements de domiciliation avec l'Irlande, avec des gros cabinets. J'allais dire, la plupart ont fait ça quand même. Voilà, des gros cabinets qui paient, enfin, voilà, qui sont domiciliés aussi dans d'autres États membres de l'Union européenne. Mais malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas une petite porte qui est entrouverte pour essayer de faire quelque chose? Absolument. Je crois qu'effectivement, le mouvement qui a été suivi par les cabinets anglo-saxons le montre bien. S'ils ont pris la peine d'essayer de trouver toutes ces parades, c'est qu'il y a un véritable enjeu derrière. Donc oui, moi, je continue de penser qu'il y a une opportunité. D'ailleurs, de nombreux cabinets français ne s'y sont pas trompés en adoptant une attitude de communication vis-à-vis des clients, en particulier nord-américains. Et je crois qu'elle commence aussi et déjà à porter ses fruits. Donc, il faut poursuivre. Ça prendra peut-être plus de temps que ce qu'on pensait. Mais je crois qu'effectivement, pour un client non européen, même si la maîtrise de l'anglais est indiscutablement meilleure et nécessairement meilleure de la part du cabinet du Royaume-Uni, et puis c'est important, hein, la bonne communication entre le client et son conseil, c'est pas le seul élément important. Et la proximité de la place de droit va également être important. Et petit à petit, avec les années qui vont passer, cette proximité de la place de droit, donc de droit continental que va représenter l'Europe sans la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne de l'autre côté qui petit à petit va perdre cette proximité, sera un moteur de développement d'activité pour nous.
Ouais, en fait, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense qu'il y aura aussi un impact en termes d'influence au niveau de l'harmonisation. C'est-à-dire que l'harmonisation, elle s'est faite au coup par coup grâce à la Cour de justice. Encore une fois, je parle, marque de l'Union européenne des 5 modèles communautaires. Déjà, d'une, il n'y aura plus de questions préjudicielles en provenance du Royaume-Uni, donc peut-être plus d'orientation à ce niveau-là. Et puis le lobbying britannique se fera nécessairement moins ressentir. Et donc, comme vous l'avez exposé, je pense que le droit continental reprendra sa place par rapport à l'influence common law. Donc, je pense que ça pourrait jouer. Mais pour rebondir là aussi sur cette question, et je suis désolé, on donne la parole ensuite à Monsieur Maurice. Vous avez évoqué par exemple pour l'Asie, les Allemands sont omniprésents. Alors, la question, c'est pourquoi les Allemands sont plus présents en Asie que les Français, et quelles sont les opportunités, comment faire changer les mentalités au Japon notamment, où je sais que les Allemands sont effectivement très très bien vus. Alors, on sait qu'il y a des éléments d'explication historique, notamment alors plus peut-être vis-à-vis de la Chine que du Japon. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Les Chinois se sont beaucoup inspirés du droit allemand au moment de bâtir leur droit de la propriété intellectuelle. Et ça a contribué à créer cette intimité entre les professionnels allemands et l'écosystème chinois. Maintenant, on n'est pas lié par la fatalité. Donc, qu'est-ce qui pourrait venir faire évoluer les choses? Ben, la juridiction unifiée du brevet, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle la CNCPI s'investit dans la volonté de mettre en avant le rôle de Paris comme place du droit des affaires et de la propriété intellectuelle grâce au rôle que l'on veut croissant et le plus important possible pour la division centrale de cette juridiction unifiée du brevet. Ce n'est qu'un exemple. Il faut de toute façon continuer de poursuivre nos efforts, continuer ces efforts dans le sens d'une plus grande présence, à nouveau, alors soit de façon digitalisée, soit dès qu'on le pourra, par de la présence. Et c'est d'ailleurs un des points que j'ai demandé à nouveau à cette commission relations internationales que j'évoquais tout à l'heure de déployer dès que ce sera possible. Je pense qu'il y a aussi, on regagne des points, peut-être avec les SPE que j'évoquais, parce que une des spécificités françaises qui nous différencie de pas mal de nos confrères, c'est que dans la plupart des pays avec qui on est en concurrence, du coup, c'est qu'eux, ils sont dans les mêmes cabinets depuis longtemps entre avocats et CPI. Et donc, quand il y a notamment une question de litige de brevet ou de marque, il n'y avait pas besoin de changer de cabinet comme finalement c'était le cas en France, même si avant même les SPE, et encore comme beaucoup de cabinets, parce que tous les cabinets de CPI évidemment ne se transformeront pas en SPE et continueront à travailler en partenariat avec des avocats, des huissiers quand c'est nécessaire. Je pense malgré tout que ça permet d'avoir un guichet unique. Hein. C'est plus simple, c'est plus lisible pour les étrangers. Et voilà, ça réduit un peu, ça nous remet un peu plus sur un pied d'égalité, peut-être avec des confrères. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Christophe, mais à mon sens, ça nous redonne peut-être un argument. Je sais pas, moi, je ne sais pas si toi, tu trouvais que vis-à-vis des étrangers, le fait qu'on soit des professions séparées et que du coup, ce soit un peu plus compliqué, qu'il y ait deux interlocuteurs, deux cabinets de facturation, si c'était un vrai frein ou pas par rapport à des pays comme l'Allemagne ou autre, ou Angleterre, ou c'est pas comme ça. Sur le marché domestique, je ne suis pas sûr. Sur le marché international, c'est peut-être un élément d'explication, mais moi, je ne le vois pas comme élément prépondérant. Si en termes de place de droit, actuellement l'Allemagne est nettement prépondérante, en tout cas en matière de contentieux de brevet, avec plus de 80% du contentieux basé sur des brevets européens, enfin des brevets délivrés par l'Office européen des brevets. Pour moi, c'est pour d'autres raisons.
notamment des raisons liées aux modalités de preuve, à la nature des actes de contrefaçon, qui fait que les tribunaux allemands sont beaucoup plus favorables au breveté. Et comme généralement c'est le breveté qui engage l'action, ben, il va assez facilement choisir l'Allemagne. Notamment dans des stratégies dans lesquelles le contentieux n'ira peut-être pas jusqu'au bout d'ailleurs, hein, mais l'Allemagne est probablement la bonne façon pour un breveté de mettre la pression sur la partie adverse. Le niveau du contentieux en France reste très élevé et nos cours restent tout à fait pertinentes. Notamment en matière de brevet à nouveau, hein, grâce à la centralisation du contentieux sur Paris. Voilà. Mais alors, pour moi, l'aspect positif des SPE, je pense, va surtout être à nouveau dans cette question de compétence et de proximité. Je pense qu'elle va contribuer à rendre possible une encore plus grande proximité entre les conseils en propriété industrielle et les avocats, proximité qu'on a par exemple dans les cabinets américains. Mais finalement, dans les cabinets américains, ce qu'on voit, c'est que les patent attorneys qui font du litige ne font quasiment que du litige et ceux qui font de l'acquisition ne font quasiment que de l'acquisition. Oui, tout à fait. C'est pas les mêmes. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas les mêmes professionnels, mais c'est vrai que le fait d'être dans la même structure, c'est. Exactement. Tu peux vraiment avoir vraiment une team plus facilement. En tout cas, c'est plus lisible parce que on travaille même dans des cabinets différents. Quand on a l'habitude de travailler ensemble, c'est très fluide. Mais je trouve que vis-à-vis des clients ou des confrères étrangers qui peuvent nous envoyer des dossiers, il me semble qu'il y a un petit avantage de lisibilité. Et c'est vrai que bah, ça va permettre de communiquer sous une même marque. Ouais. Le fait que sous une même marque, les clients pourront avoir à la fois un avocat, enfin, un conseil qui va se charger du contentieux et un conseil qui va se charger de l'acquisition de droit. Voilà. Oui, c'est ça, un accompagnement finalement du début jusqu'à la fin. On avait une question sur la concurrence. Est-ce qu'elle est en train de s'intensifier ou de diminuer est-ce qu'il y aurait une différence? Je la comprends entre ces pays français, hein, pour le coup. Ouais. Mon sentiment à l'échelle de la profession est que il n'y a pas d'évolution notable, ni dans un sens ni dans l'autre. Il y a toujours eu de la concurrence. Alors parfois à l'échelle locale, la concurrence peut être féroce. Mais à l'échelle de la profession, si je vois une différence, c'est peut-être plus dans, et on revient sur une autre question, dans la volonté notamment de création de ces structures de plus grande taille, d'avoir la capacité d'offrir aux clients une expertise sur l'intégralité du domaine du droit de la propriété intellectuelle. Donc l'acquisition, le contentieux, les contrats, les questions d'évaluation de portefeuille, de valorisation de portefeuille. Et on rejoint là à nouveau les questions de compétences. C'est comment fait-on pour assurer le niveau de compétences nécessaire sur chacun de ces points qui viennent de plus en plus pointus. Et je vois qu'on a atteint qu'il est déjà 20 heures, alors que Gaëlle... On n'a pas commencé. Voilà. Ouais, j'ai déjà distillé quelques idées dans les commentaires, mais je vais essayer de pas non plus d'aller trop vite, parce que voilà, j'ai quand même envie de partager certaines choses, mais de ne pas vous retenir trop longtemps à l'heure du dîner. Voilà. Alors, les défis, quels sont-ils? Alors, on voit que la profession elle a encore de beaux jours devant elle, mais clairement, il faut faire évoluer les compétences pour qu'on reste toujours en adéquation, comme on le disait, avec les exigences du marché et afin de ne pas perdre en pertinence. Je trouve que c'est vraiment un des enjeux importants. Le CPI de demain ne devra pas subir les outils numériques, mais plutôt interagir avec eux, les comprendre, en comprendre les bénéfices, mais aussi anticiper les risques, aussi bien d'ailleurs pour ses clients que pour développer sa propre activité. Il faut voir vraiment la digitalisation des professions juridiques comme une opportunité qui va permettre au CPI de se positionner encore davantage dans son rôle de conseil et de se focaliser sur les sujets les plus stratégiques qui sont à plus forte valeur ajoutée. Je crois que c'est vraiment ça demain, parce qu'un des enjeux justement, c'est est-ce que tout va être
mangé, entre guillemets, par les algorithmes et donc par les legal tech au sens large, et où est-ce qu'on va encore avoir une place? C'est un peu ça la question. Et au contraire, la digitalisation, c'est une opportunité de nous faire gagner du temps pour être encore plus pertinent dans ce conseil. Parce que ça permet d'automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Le but étant, encore une fois, de gagner du temps. Mais c'est là où la petite remarque que je faisais tout à l'heure, de ne pas tomber dans l'écueil d'aller toujours plus vite et d'être un peu dans cette course folle. Il faut vraiment prendre un peu de recul pour avoir conscience que ça nous fait gagner du temps et que ce temps, il faut l'utiliser pour calmer le jeu et élaborer, prendre le temps d'élaborer son raisonnement, de faire ses recherches et de délivrer un conseil. Donc, les outils numériques ne remplaceront jamais un bon CPI parce qu'on aura toujours besoin de l'intelligence humaine. Je pense que c'est important de le dire, qui allie l'expertise, le discernement, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment important, et la connaissance de ses clients. Ça, c'est quand même encore une prérogative humaine de comprendre les attentes de ses clients. Alors, on ne parle pas évidemment de devenir un juriste codeur, ce n'est pas le but, on ne va pas changer de métier, mais seulement de devenir un juriste ou un CPI sachant se servir intelligemment des outils numériques. C'est-à-dire déjà identifier les bons outils, les tester, en cerner les risques et les opportunités, et puis les intégrer dans sa stratégie de déploiement pour améliorer son organisation. Et, voilà. Et ça, c'est un point vraiment important parce qu'il y a une multitude d'outils, il y en a de plus en plus tous les jours, des outils, déjà les logiciels métiers, bon, ça, c'est relativement facile, je dis bien relativement, de s'en sortir, mais après, il y a tout un tas d'outils de gestion de projet, de messagerie, de travail collaboratif, et en fait, c'est important de bien les choisir parce qu'il y a un vrai enjeu de sécurité informatique. Faut quand même rappeler qu'il y a de plus en plus d'attaques, de cyberattaques à destination des cabinets d'avocats et des cabinets des professions juridiques. C'est une réalité et je pense que les CPI, on est vraiment une cible importante parce que, comme l'a rappelé Jean-Christophe, on détient des informations extrêmement sensibles, de toute façon des informations confidentielles, voire des informations secret défense quand on travaille avec des clients qui travaillent sur des choses très sensibles. Et donc forcément, on est une cible. Il y a beaucoup d'espionnage industriel, c'est une réalité. Et donc en fait, la multiplication des outils de cloud et que surtout chaque collaborateur, parce qu'on peut avoir une politique au niveau du cabinet et une conscience au niveau du cabinet, mais finalement chaque collaborateur peut plus ou moins, enfin en tout cas la faculté d'utiliser des outils et de tester des choses voilà, pour collaborer de façon efficace avec ses clients. Mais voilà, ça c'est vraiment une compétence très importante à développer, je pense, parce que voilà, face à la multiplication de ces outils, on ne peut pas se permettre dans la profession d'avoir des fuites de données et d'avoir des choses comme ça, ce serait vraiment extrêmement grave. Donc, c'est un point très important. Ouais, la slide d'après, merci. Alors, quelles compétences, du coup? Alors, le juriste est souvent vu, même si c'est de moins en moins vrai, mais c'est souvent vu comme un centre de coûts. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, alors je dis le juriste parce que c'est vraiment au sens large, mais le CPI en particulier, est un véritable partenaire stratégique de plus en plus associé en amont du processus décisionnel. Et donc, il doit avoir vraiment une parfaite compréhension du business de l'entreprise et avoir une approche pragmatique orientée résultat. Alors, ce n'est pas forcément du langage qu'on a l'habitude d'entendre chez les juristes, c'est plutôt du langage d'école de commerce, mais c'est une réalité, en fait. Un des enjeux, c'est que notre rôle évolue, notre propositif, enfin, nos compétences évoluent vers des conseils à forte valeur ajoutée, c'est déjà le cas, mais c'est vraiment important d'avoir cette compréhension du business et de la stratégie
et toujours être pragmatique. Donc, au-delà de l'expertise technique et juridique, qui sont vraiment le socle de la compétence des juristes et des CPI, le CPI de demain, il devra, et même déjà d'aujourd'hui, en fait, développer et maîtriser des nouvelles compétences. D'abord des compétences business, que je vais détailler un petit peu, des compétences digitales et des compétences comportementales, ce qu'on appelle les soft skills, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, sans doute, pour devenir un juriste augmenté, apte à faire face aux enjeux de demain. Donc, on se rend bien compte qu'on est au cœur d'un tournant passionnant parce que voilà, on devient de plus en plus les business partners de nos clients dans un monde où finalement la performance, la manipulation d'un gros volume de données et la maîtrise des risques et des coûts sont les clés. C'est vraiment ça les clés et donc c'est vraiment vers ce type de compétences qu'il faut aller. Alors, il y a une enquête qui a été faite par LegalEdec en 2019 que vous pouvez retrouver facilement sur Internet, qui est extrêmement intéressante et qui en fait a notamment interrogé, je ne vois pas les slides, vous pouvez, enfin non, pour l'instant on va rester sur ces slides-là, mais après il y a les, alors non, pardon, Yann, si vous pouvez montrer voilà, ces 2 slides et après on reviendra aux autres. Donc, cette étude, elle a interrogé les 100 leaders du droit, des avocats, des directeurs juridiques, des cabinets de recrutement, des consultants, enfin voilà, des leaders dans l'écosystème du droit. Et ils ont placé les soft skills dans le top 30 des compétences prioritaires à rechercher chez les jeunes diplômés. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et donc, parmi ces compétences, j'en ai extrait quelques-unes que je vous ai remis dans la slide d'avant, du coup. Donc, dans les compétences business, en premier, je dirais le legal design et le langage juridique clair. Le legal design, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est pas juste du design, comme son nom ne l'indique pas, du coup, c'est pas juste des pictos et soigner la présentation, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. C'est vraiment une démarche qui consiste à vraiment écouter les besoins du client. Alors, ça fait un peu phrase, ça fait un peu enfonçage de porte ouverte parce que bien évidemment, on met tous les besoins du client au centre, mais en fait, c'est quelque chose qui est qui va plus loin que ça. C'est-à-dire que, en fait, quand un client nous demande une consultation, par exemple, sur quel est le risque s'il sort ce nouveau produit, nous, on va lui faire une consultation juridique pour répondre à la question qu'il nous a posée. On va rechercher, on va comparer, si c'est 2 marques éventuellement, on va rechercher les jurisprudences et on va répondre à sa question. Mais s'il ne nous le dit pas, très souvent les clients ne nous disent pas ce genre de choses, parce qu'il faut poser les bonnes questions. En fait, lui, son besoin réel, c'est pas forcément pourquoi il veut évaluer le risque, c'est parce qu'en fait, son conseil d'administration lui a demandé d'essayer de chiffrer le montant auquel il va pouvoir négocier si jamais il a un problème, ou s'il veut proposer, je ne sais pas moi, de prendre une licence sur une technologie d'un concurrent ou sur une marque d'un concurrent, il va évaluer son risque pour pouvoir se positionner sur une proposition de licence, par exemple. Mais du coup, on voit bien que le but de la consultation, ce n'est pas le même. Et en fait, la démarche legal design est vraiment de se demander, mon client, il m'a demandé quelque chose, mais en fait, c'est quoi son besoin? Qu'est-ce qu'il va en faire? Une fois qu'il aura ma consultation, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas lui, souvent, c'est pas forcément lui le décideur. Alors, ça dépend si on est plutôt sur une PME où on a souvent le décisionnaire, chef d'entreprise en face, mais souvent, c'est pas le cas. On a département marketing, département juridique, il y a un conseil d'administration et donc il va aller devoir pitcher notre consultation. Et donc, qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'on lui demande? Et donc, on peut aller plus loin et en comprenant son besoin, l'aider. Donc ça, c'est vraiment une démarche qui va finalement beaucoup plus loin que simplement répondre à la question qu'il nous pose, ce qui est déjà bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à développer, très important. Et dans le legal design, il y a ce qu'on appelle le langage juridique clair. Ça paraît bête, ça paraît évident, mais les juristes, on n'a pas l'habitude de faire du langage juridique clair. Quand on voit les contrats, souvent on n'y comprend rien et c'est peut-être souvent le but qu'on n'y comprenne rien. Les contrats, typiquement, sont des documents écrits par des juristes, mais utilisés par des non-juristes dans la vraie vie, des commerciaux voilà, qui vont négocier des contrats. Et donc,
c'est vraiment important, ça participe à un changement de positionnement. Au lieu d'avoir une position de sachant, d'utiliser des mots complexes parce qu'il faut qu'on ait besoin de nous pour comprendre, non, on se met vraiment dans une optique d'être opérationnel, d'être pragmatique et vraiment d'aider et de répondre à un besoin, de pouvoir très vite négocier un contrat parce que le marché est concurrentiel et donc il ne faut pas qu'il y ait 50 échanges sur le contrat parce que en face, ils n'y comprennent rien. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Des compétences de négociation parce que voilà, on rédige des contrats, mais on est souvent aussi amené à négocier parce que dans les contrats, il y a souvent par exemple des accords de coexistence ou dans le cadre de litiges. Donc c'est vraiment des compétences business importantes. Compréhension des enjeux business et opérationnels et stratégiques, c'est un peu ce que je disais. De plus en plus de compétences de gestion de projet. Ça, c'est important. C'est pas quelque chose qu'on apprend non plus à la fac de droit, à être en mode gestion de projet, c'est-à-dire interagir avec d'autres personnes, que ce soit dans son cabinet ou avec les clients, faire des rétro-plannings, relancer les personnes qui doivent contribuer. Voilà, souvent, on est seul devant son dossier. On a ses délais à gérer. On a éventuellement voilà, son manager ou des collaborateurs. On travaille avec des paralégales, mais ce n'est pas vraiment ça la gestion de projet. Il y a de plus en plus finalement alors pas forcément les dossiers, mais de plus en plus de choses dans la vie des cabinets nécessitent des compétences de gestion de projet. Donc ça s'acquiert, mais c'est absolument pas inné et je ne crois pas que ça s'apprenne encore à la fac de droit, mais ça pourrait. Et puis travailler en équipe disciplinaire, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure avec les SPE notamment. Et ce que tu disais aussi sur le côté multiculturel, savoir travailler avec des gens différents qui n'ont pas la même approche, pas la même culture, ça c'est extrêmement important. Dans les compétences comportementales, ce qui me semble important, alors on peut peut-être revenir à la slide d'avant, Yann, s'il vous plaît. Du coup, merci. Gestion du stress et voilà, savoir, rester calme, savoir être et garder son calme en toutes circonstances parce qu'il y a beaucoup de situations d'urgence, mais ça, encore une fois, ce n'est pas propre au métier de CPI, hein. On ne sauve pas des vies non plus, mais on a souvent en permanence, en fait, cette gymnastique à avoir entre ces échéances et ces tout doux qu'on se fait, voilà, et par ailleurs, ce stress voilà, de gestion de tâches supplémentaires. Et en fait, c'est important voilà, nos clients, ils attendent de nous eux, ils ont un stress en fait, parce que quand ils viennent nous voir, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, ce qu'ils attendent de nous, c'est d'être calme et de savoir gérer. Même quand on est en situation d'urgence et qu'il faut être extrêmement rapide. Ça, c'est vraiment une compétence importante. Savoir prioriser aussi, ça, c'est fondamental. Comme je vous le disais, vous l'avez compris sur les délais. Garder son esprit critique. Alors ça, c'est un point, je pense, très important. Je l'évoquais un peu par rapport c'est lié pour moi au discernement. Les algorithmes, en fait, nous rendent énormément de services. On le voit dans la vie de tous les jours, hein. Mais en fait, ils choisissent pour nous beaucoup de choses. Et en fait, c'est très important de garder son esprit critique. Je vais peut-être parler des logiciels de JP comme Dart ou Doctrine ou autres qui sont vraiment des outils indispensables qui nous permettent de gagner un temps très précieux. Et demain, peut-être qu'on va aller vers des évolutions encore plus... je pense que c'est un peu ça ce qui se dessine avec la justice prédictive et autres. Et en fait, peut-être qu'on peut... voilà, comme l'algorithme va nous dire, voilà, dans ton problème, voilà ce que décide la jurisprudence. Et en fait, peut-être qu'on va s'empêcher d'être créatif et d'innover. Or, la jurisprudence, elle se construit quand, à un moment donné, on va essayer un argument nouveau. Et on peut faire évoluer la jurisprudence. Mais si on n'ose plus parce qu'on voit que 80% des décisions vont dans ce sens-là et que du coup, on ne va pas se dire je vais quand même argumenter dans le reste, on peut, voilà, il y a un risque de glissement progressif où on s'en remet de plus en plus aux algorithmes parce qu'ils ont fait des stats, ils ont analysé et voilà. Et du coup, perdre
d'esprit critique et de liberté de penser qu'on peut essayer d'argumenter autrement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment toujours garder en tête. Et le discernement, c'est un peu tout ça. Capacité à vraiment organiser ses connaissances, leur donner un sens et de la valeur pour augmenter sa faculté à prendre des décisions. C'est important aussi. Dans les compétences digitales, je l'ai un peu dit déjà, c'est vraiment maîtriser, s'approprier et comprendre les nouvelles technologies, anticiper et gérer les risques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur les cyber-risques. C'est extrêmement important de choisir en tout cas d'avoir ça présent à l'esprit et comprendre les enjeux liés à la transformation des métiers du droit. C'est vraiment des compétences qui sont officiellement attendues par les recruteurs. Aussi, capacité à gérer un volume important de données. On a de plus en plus de données grâce à tous ces outils, à les trier, à les organiser et à les présenter dans un narratif structuré. On est quasiment dans du storytelling, mais voilà, c'est des choses qui sont importantes. Alors, peut-être pour conclure, si on peut passer au... Voilà. De toute façon, vous aurez les slides, du coup... donc, merci, la slide de conclusion. Pour conclure, clairement, le contexte, il peut paraître intimidant parce que entre la pandémie déjà et l'accélération de la transformation des métiers du droit, il y a une offre toujours plus importante de services et d'outils numériques. Il y a de quoi être intimidé. Déjà, les CPI établis et peut-être aussi les futurs CPI, peut-être que vous êtes. Mais un bon CPI, d'une manière générale, un bon juriste, ne pourra pas être remplacé totalement par une plateforme automatisée, un chatbot ou un logiciel. Les professions juridiques, elles ont vraiment les ressources nécessaires pour faire face à ces nouveaux challenges. Et les CPI en particulier, de par leur expérience et leur agilité, sont vraiment à même de relever ces défis, aussi bien sur les plans organisationnels que technologiques. Le CPI de demain, il ne sera pas un robot. Les perspectives de l'évolution de la profession, moi, je trouve qu'elles sont même plutôt excitantes. Il y a vraiment plein de choses à faire. Il y a plein de choses il y a plein de sujets à adresser. Il y a plein de réflexions très intéressantes à mener. Et il faut s'en emparer. La clé, pour moi, c'est vraiment de maîtriser les outils qui sont à notre disposition pour, d'une part, gagner du temps en automatisant les tâches répétitives à faible valeur ajoutée, et d'autre part, utiliser au mieux les fonctionnalités avancées des outils d'aide à la prise de décision pour vraiment pouvoir se concentrer sur notre valeur ajoutée grâce à l'intelligence humaine. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment un élément très important. Ce qu'on attend de nous, finalement, c'est d'être humain. Ça, notre client, il attendra toujours de nous d'être humain, c'est-à-dire notre capacité d'analyse, qui tient compte du contexte et des enjeux, mais aussi des besoins du client, c'est-à-dire l'accompagner, faire preuve d'empathie, vraiment comprendre quel est son besoin réel au-delà de celui qui nous demande, être disponible. Donc, ça renvoie un peu à ce que je disais de prendre le temps, en fait, et être à l'écoute. Ça, tout ça, la capacité d'analyse, l'analyse, se poser, écouter, échanger, ça prend du temps, clairement. Donc, voilà, le temps, c'est c'est une donnée extrêmement importante et les outils doivent nous faire gagner du temps et pas accélérer toute la vie économique et tout le travail qu'on fait. Et puis, faire preuve de calme et de discernement. Voilà, le but étant d'apporter une solution stratégique, pragmatique et opérationnelle. Donc, pour moi, c'est vraiment les deux enjeux clés, c'est-à-dire résister à cette accélération croissante et garder vraiment un esprit critique et de la liberté, en fait, ne pas démissionner face aux outils, parce qu'on glisse progressivement vers ça. On le voit clairement dans notre vie quotidienne, hein, on utilise tous les réseaux sociaux et en fait, on voit que face à la tonne de données qu'on a, les algorithmes, les réseaux sociaux choisissent pour nous et poussent dans nos fils d'actualité ce qu'ils pensent qu'on a envie de voir. Et donc, en fait, quelque part, on perd... alors, on peut, évidemment, mais il faut avoir la volonté, il faut s'en rendre compte et avoir la volonté de chercher peut-être d'autres sources, parce que sinon, on se retrouve enfermé dans des bulles. Et même si on n'en est pas encore là,
peut y avoir un glissement comme ça avec les algorithmes aussi dans nos métiers. Donc ça, c'est vraiment un point, à mon sens, très important. Et puis le deuxième, vous l'aurez compris, c'est d'utiliser le temps pour délivrer un conseil vraiment stratégique. C'est ça que nos clients attendent de nous. Pour terminer, peut-être sur la dernière slide, quelques pistes et bonnes pratiques, quelques conseils qui vont reprendre un peu ce que je vous ai dit, c'est se tenir au fait des dernières évolutions numériques, savoir identifier le rapport réel et en tirer tous les bénéfices pour être plus performant dans son métier, utiliser ses qualités humaines. C'est encore une fois ça que nos clients attendent de nous et qu'on a envie de faire, en tout cas me concernant. Empathie, écoute, discernement, sens critique, créativité et la déontologie. C'est très important. C'est vraiment, comme l'a rappelé Jean-Christophe, c'est vraiment une de nos forces, cette déontologie. Et c'est vraiment le socle. Donc, ces qualités humaines et la déontologie, c'est vraiment le socle autour duquel il faut orchestrer l'usage de ces nouveaux outils. Éviter l'écueil de l'accélération à tout prix, garder son calme, mettre à profit le temps gagné pour délivrer un conseil de qualité. Et puis, avoir en tête les risques accrus en ces temps liés à l'utilisation de toutes ces innovations technologiques, cyber-risques, violation du secret professionnel, et puis démission et perte de sens critique par rapport aux algorithmes. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que vous avez de nombreuses questions ou commentaires par rapport à tout ce qu'on vous a dit ce soir. N'hésitez pas, soit par écrit, on a déjà répondu à certaines, soit à l'oral, si c'est possible. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat ou dans l'espace questions-réponses. Bon, il y a eu pas mal de questions tout à l'heure. Oui, il y en a déjà eu beaucoup. Ouais. Si des questions ou des réflexions sur ce sujet des évolutions et des futures compétences du conseil en propriété industrielle vous viennent dans l'escalier ou même encore plus tard qu'après avoir descendu l'escalier, vous pouvez toujours nous contacter. L'adresse est simple, c'est contact@cncpi.fr. N'hésitez pas. Nous les accueillerons et nous en tiendrons compte bien volontiers. Tout à fait. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, il est 20h25, on a un peu débordé, mais ce n'est pas bien grave. Je vous propose de conclure ce séminaire donc, sur le conseil en propriété industrielle de demain. Alors si, moi j'ai une question malgré tout sur le conseil en propriété industrielle de demain. On en avait déjà parlé, je crois, lors de la job fair, mais peut-être que la question avait été posée uniquement à l'endroit des étudiants. On est sur conseil en propriété industrielle et c'est vrai que quand on voit les compétences requises et le champ de l'activité, on a évoqué le droit d'auteur, on a évoqué le secret des affaires, on a évoqué les données personnelles. Est-ce qu'il y aurait une réflexion sur le titre actuel, conseil en propriété industrielle, pour basculer vers conseil en propriété intellectuelle? Changement qui a été fait d'ailleurs il y a maintenant un peu plus de 10 ans pour le CEPI, puisque le CEPI c'était le Centre d'études internationales de la propriété industrielle et on a basculé sur propriété intellectuelle. Très bonne question. Il y a eu plus qu'une réflexion, puisqu'il y a même eu une décision en Assemblée générale de la profession allant dans le sens d'un changement du nom de conseil en propriété industrielle en conseil en propriété intellectuelle. Notamment pour tenir compte de l'évolution du nom des offices, de l'évolution du nom du CEPI, comme vous venez de le rappeler, Yann. Le point désormais est de trouver le bon vecteur législatif pour faire passer cette mesure, puisque le terme de conseil en propriété industrielle est dans la partie législative du Code. Et si l'on souhaite modifier notre titre, il faut que ça se fasse par l'intermédiaire d'une loi. Et nous allons tenter notre chance, pas plus tard qu'avec la loi présentée hier par notre nouveau ministre de la Justice, donc la loi dans la confiance de la profession juridique. Nous espérons réussir à obtenir un vote positif du Parlement sur cette mesure. Voilà, vous voyez, je ne savais pas, donc la question tombait à pic. En pleine actualité. Aussi. Voilà, c'est parfait. Merci beaucoup pour ces précisions et donc on va suivre de près cela.
Alors écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va pouvoir conclure. Permettez-moi, Jean-Christophe et Gaël, de vous remercier une fois de plus de votre retour d'expérience, de cette présentation sur le conseil en propriété industrielle, entre parenthèses, potentiellement intellectuelle de demain. C'était extrêmement enrichissant. Je pense que c'est extrêmement important pour nos étudiants d'avoir justement une meilleure vision de ce qui les attendra dans un avenir proche. Avant de conclure totalement, je souhaiterais simplement vous rappeler que la semaine prochaine, nous avons un autre séminaire dédié à l'écosystème de la propriété intellectuelle avec le député Blanchet et Delphine Sarfati, qui est la présidente de l'Union des fabricants. Nous parlerons de lutte contre la contrefaçon, puisque le député Blanchet a présenté un rapport sur l'évaluation de la contrefaçon. C'est un sujet qui tient à cœur, bien évidemment, l'Union des fabricants. Donc, on est heureux de les recevoir la semaine prochaine. Donc, c'est jeudi prochain à 18 h. Et puis, pour terminer avec le mois d'avril, nous avons le colloque Propriété intellectuelle et Pop Culture, saison 3, qui se tiendra le 26 avril pour la journée mondiale de la propriété intellectuelle à partir de 13h45. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Toutes les informations sont sur le site du CEPI. Encore une fois, Jean-Christophe, Gaël, un grand merci pour votre partage d'expérience et ces éclairages. Et merci à vous pour l'invitation. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bonsoir à tous. Bonsoir.